Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et ID5 avec pour partenaires médias CB News, Redcard, le CPA et pour partenaires opérationnels Smile Wanted et Vinmeiser. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, RGPD, un an après. Le 25 mai 2018 entrait en vigueur le Règlement général pour la protection des données. Depuis sa mise en application, quel impact sur l'industrie publicitaire digitale ? Y a-t-il des gagnants ? Y a-t-il des perdants ? Les acteurs du marché ont-ils bien compris les enjeux du règlement et les implications en termes de business ? Pour en discuter, Merab Grieger de Bird & Bird, Étienne Drouard de KNL Gates, Mathieu Roche de ID5, Sébastien Gantou de Lagardère Active. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a été brûlant il y a un an et qui le reste encore aujourd'hui, puisque nous allons parler de la réglementation générale sur la protection des données. Et pour commencer, je vais commencer par toi, Merab, par cette question, et vous y répondrez également, messieurs. Certains acteurs considèrent que la première année de l'entrée en vigueur du RGPD a été plutôt l'ère de l'observation et, on va dire, de l'écriture d'une certaine jurisprudence. Qu'en penses-tu ? Qu'en pensez-vous par la suite ? Qu'en penses-tu ? Alors, à mon sens, ceux qui sont restés au stade de l'observation étaient déjà en positionnement de violation du règlement. J'aurais pas parlé d'observation, mais d'expérimentation. Il fallait se lancer au 25 mai 2018. L'observation, c'était les 2 années qui précédaient et qui succédaient à l'adoption du texte dans sa version définitive. Donc, je parlerai davantage d'1 an d'expérimentation, une expérimentation pour tous, sans mauvais jeu de mots, aussi bien pour les organismes privés et publics qui sont soumis à cette réglementation, les autorités de régulation, et nous, les avocats, qui avons dû aussi créer le cadre, les bonnes pratiques, innover avec les différents acteurs pour trouver un environnement juridique et une régulation acceptable et praticable. Merci, Merab. Et pour les acteurs de l'industrie aussi. Merci, Merab. Donc, tu voulais rajouter Oui. Une grosse phase d'expérimentation, de tâtonnement, d'hésitation. Pour l'ensemble de la chaîne de valeur de la publicité sur Internet, qui a dû se mettre en conformité avec des nouvelles règles, sans être vraiment guidé, on va dire, par les autorités. Quand tu parles de jurisprudence dans la question, on attend toujours un peu la jurisprudence, savoir où est vraiment la ligne. Et donc avec une démarche d'organisation, de structuration, notamment tout le travail qui a été fait sous la direction de l'IAB Europe, de création d'un framework, d'un cadre référentiel de collecte du consentement des internautes, passation de ce consentement entre les différents acteurs de la chaîne, etc., qui est pour moi toujours en cours. On n'est pas encore à la fin de cette expérimentation et de la mise en place de ces règles-là. Merci Mathieu. Étienne. Pour moi, on est passé de la peur à la pesanteur. La peur avec un marketing de la peur pour le lancement au 25 mai, où d'un seul coup, il y avait une génération spontanée d'experts RGPD qui, la veille, étaient plombiers zingueurs ou architectes et le lendemain, spécialistes de la conformité. La pesanteur, c'est ce que vient de décrire Mathieu, c'est-à-dire des initiatives professionnelles qui se mettent en place, mais qui cherchent peut-être leur version mature, qui est en train de se dérouler sur cette deuxième moitié 2019. Des régulateurs qui courent avec 2 fois plus de travail vers la collaboration européenne et faire de la pédagogie auprès des entreprises. Et puis une situation où finalement l'entrée en vigueur du RGPD qui jouxte une directive e-privacy qui régule la pub digitale, c'est-à-dire toutes les traces informatiques et la manière dont on les exploite. Cette cohabitation, on découvre qu'en fait elle n'est pas prête et que les régulateurs ne sont pas sûrs de savoir comment nous l'expliquer. Voilà pourquoi je pense qu'on est passé de l'impact à la poussière en apesanteur pendant 1 an. Merci Étienne. Sébastien. C'était aussi pour moi une grande période d'apprentissage. On a un règlement qui a été posé au niveau européen avec une adaptation petit à petit de la loi française qui n'arrive finalement qu'au mois de juin de cette année. Et petit à petit, les acteurs ont dû, chacun sur leur marché, d'abord se demander comment ils allaient se positionner par rapport à cette réglementation et voir comment ils allaient adapter leur méthode interne et leurs contrats.
parce qu'il y a une problématique contractuelle qui est extrêmement forte avec le RGPD. Ça a nécessité de sensibiliser les salariés et donc de savoir ce que les salariés faisaient avec les données à caractère personnel, ce qui n'est pas forcément trivial. Et aussi ensuite de négocier des modifications des accords contractuels avec ses partenaires, ce qui fait que du coup, il y a tout un écosystème, notamment sur la publicité digitale, qui s'est mis petit à petit en mouvement avec des intérêts divergents qui font qu'aujourd'hui, effectivement, on est encore en train de trouver un modèle de collaboration qui respecte les responsabilités de chacun et qui permet aux différents acteurs d'agir. Merci Sébastien. Alors, on a parlé des acteurs publicitaires qui ont dû se conformer à cette nouvelle réglementation. Et beaucoup, parmi eux, pensent que le RGPD a principalement favorisé les acteurs comme Facebook ou Google. Quel est votre point de vue, Merav? Même si tu es en contact avec beaucoup d'acteurs de la publicité, est-ce que c'est le genre d'information qui t'a été remontée, ou en tout cas de réaction que tu as pu constater ou pas? Alors, en termes de réaction, oui, c'est ce qu'on entend. On entend que dans l'absolu, cette réglementation favoriserait les GAFAM. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. On a pu assister de nombreux petits acteurs par la taille qui ont su tirer aussi avantage de cette réglementation, se positionner sur le terrain de la conformité. Et aujourd'hui, ils sont bien plus conformes que des Google ou des Facebook sur ce sujet. On peut citer des noms? Alors, je n'ai pas l'autorisation de citer des noms, mais peut-être que je l'aurais donné, mais ma déontologie me le permet C'est pas. pas grave, ils se Voilà, reconnaîtront. Blaise. Je peux donner des prénoms, Patrick. Si on nous regarde, je pense que Mathieu. Mathieu aussi, Mathieu. Je pense qu'il y a des raccourcis qui ont été faits. On a instauré dans le cadre du RGPD le consentement comme la valeur étalon. Forcément, le fait que Google et Facebook aient une relation directe avec les consommateurs leur permet de packager ça. Et donc, c'est perçu comme étant une facilité pour eux parce qu'on considère que comme ils ont cette relation consommateur, ils ont par défaut le consentement. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué dans les faits. Ce qui est peut-être un effet induit du RGPD, c'est la position qu'ils ont prise en tant qu'acteur majeur de l'univers, notamment Google, en définissant un standard qui n'avait pas forcément grand-chose à voir avec la loi, mais c'est juste, ils ont dit, puisqu'il y a le RGPD, on arrête de fournir les identifiants dans les logs double-clic. C'était une sorte d'effet d'aubaine pour casser puisqu'il y a le RGPD, si vous n'avez pas le consentement explicite des internautes, on ne va pas acheter la pub chez vous. Puisqu'il y a le RGPD, si et ça et ça. Et donc, ça a créé des excuses, faciles ou pas, pour qui décalent un petit peu la ligne d'arrivée ou qui changent un petit peu les règles du jeu, ce qui a un impact énorme chez tout un tas d'éditeurs, d'agences, d'annonceurs, de prestataires techniques qui interagissent avec eux et qui du coup se sont retrouvés, dans certains cas le 20 mai ou le 18 mai, je pense, quand ils ont fait l'annonce, une annonce en particulier, enfin bref, à devoir changer de façon de travailler en une semaine, quoi. Ouais. Voilà. Et donc ça, forcément, quand on subit ce genre d'impact, encore une fois sous couvert du RGPD, on se dit forcément pour eux c'est plus facile, quoi. Voilà. Donc je pense que ça a aussi contribué à cette vision-là. Après, je pense que s'ils sont dominants sur le marché de la publicité, RGPD ou pas RGPD, le RGPD n'est pas la raison de leur dominance. Voilà. Mais le fait est qu'ils sont dominants et que du coup ils sont capables de définir les règles du jeu pour tout le monde et que forcément leur reste du marché est un peu à la merci de ces définitions-là, quoi. Merci Mathieu. Merav, tu voulais rajouter quelque chose? J'ajouterais, si vous me le permettez, que bon nombre de petits acteurs étaient, on va dire, à 70% conformes sans le savoir. Et notre travail a consisté à justifier cette conformité. Donc ça n'a pas été un si grand bouleversement pour eux de manière concrète et opérationnelle. Tout le travail a consisté à justifier et à documenter leur conformité. Et ils avaient environ 30% de réajustement. Et la vie est un éternel réajustement. Donc je pense que 30% de réajustement tous les ans, ce n'est pas très cher payé et le ROI peut être particulièrement intéressant. Merci Merav. Étienne, cette supposée, a priori, avantage de Facebook et Google grâce au RGPD, qu'en penses-tu? Alors, est-ce que c'est une théorie du complot? Très bon. Je pense qu'il y a deux angles pour répondre à cette question. Je reprendrai l'angle que vient de développer Mathieu. Il y a quelques mois, vous avez mis en ligne une vidéo qui s'appelait Data Wars, à laquelle j'ai réagi, et qui était une illustration parfaite de la guerre de la donnée, dans laquelle il peut y avoir un contexte réglementaire prétexte. C'est exactement ce que vous venez de dire, très bien, je ne vais pas le répéter.
Donc s'il y a un complot, c'est le fait de parler de RGPD quand on instrumentalise en fait une stratégie contractuelle pour répartir des responsabilités au motif du RGPD, pour ne plus mettre à disposition des identifiants liquides qui permettraient à tout un marché de travailler avec au prétexte du RGPD. Et pour bien protéger la vie privée, il faut que toutes les données soient que chez moi. Et faites-moi confiance. Ça, oui, bien sûr, il y a une instrumentalisation du texte par des acteurs qui l'utilisent à l'appui d'une stratégie de rapport de force. Et c'est arrivé dès le 24 mai, dans la nuit du 23 au 24 mai 2018, l'entrée en vigueur, des acteurs se sont vus couper des tuyaux en disant signe ce contrat et on continue de travailler ensemble au motif du RGPD. Un an plus tard, on est encore dans des négociations compliquées là-dessus. Le deuxième volet d'une théorie du complot, c'est de savoir si le RGPD, dans son écriture, a quoi que ce soit qui puisse favoriser des gros acteurs. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est bien pour ça qu'on peut s'en servir et l'instrumentaliser au motif d'une domination. Quand on demande le consentement des personnes dans un univers logué, on l'aura plus facilement. Quand on le demande à des gens qui viennent vous voir de manière sporadique, vous l'aurez plus difficilement. C'est toute la différence entre la relation client et la navigation spontanée ou ponctuelle. Merci. C'est pas la faute du texte. Merci Étienne pour ces précisions. Sébastien. Je rejoindrai assez l'analyse d'Étienne sur le sujet. Moi, ce qui me semble important, c'est effectivement de noter qu'il y a deux acteurs qui sont majeurs et qui ont un positionnement marché qui leur permet d'asseoir une domination et deux, de faire des préconisations qui s'imposent dans un rapport de force aux autres. Et ce qui compte aujourd'hui, à mon sens, c'est de favoriser des initiatives sectorielles qui sont menées effectivement par l'IAB sur le TCF ou sur d'autres domaines liés au consentement ou l'activité sur les données à caractère personnel pour les internautes par le GEST, avec la mise en place du SSO GEST d'ici à la fin de l'année. Et l'idée, c'est que les petits acteurs, entre guillemets petits, puissent petit à petit se structurer et travailler ensemble pour proposer une offre de valeur et des alternatives à ces grands acteurs, de manière à ce qu'enfin un marché européen puisse s'organiser avec une indépendance un peu plus forte par rapport à ces deux Américains. Merci pour ces précisions. Alors, on a évoqué les GAFAM juste avant. Et justement, il y a eu des déclarations de la part de certains d'entre eux qui ont pas mal surpris sur le marché, où on avait l'impression d'avoir une sorte de militantisme autour de textes qui devaient, en tout cas, imiter le contenu, en tout cas l'esprit du RGPD. Comment on peut expliquer ce fameux militantisme, je répète, des GAFA pour des textes réglementaires qui s'inspireraient du RGPD? Merav. Des textes réglementaires outre-Atlantique. Ou chinois, ou peut-être. Chinois, ou singapourien, Exactement. ou japonais, qui a réussi avec succès son intégration des principes du RGPD. Moi, je me focaliserais sur le texte américain, qui me semble intéressant pour les GAFAM, et qui relève davantage, à mon sens, d'une stratégie plus globale, alors en matière peut-être de droit international privé, et peut-être créer des situations de blocage et de conflit de loi et pallier au vide actuel. Alors, ce n'est pas un vide à 100%. Aux États-Unis, on a une vision consumériste de la protection des données personnelles. À présent, c'est bien le RGPD qui a servi d'inspiration pour la Californie. Je le vois plus comme une sorte de guerre de la data, pour reprendre l'excellente expression d'Étienne. Ça s'appelle la guerre économique, oui. Merci, Merav. Oui, je pense Mathieu. qu'ils ont une approche qui est globale par défaut. Donc forcément, plus tu as de contextes juridiques, réglementaires différents, plus c'est compliqué parce qu'il faut s'adapter, etc. Il y a probablement une vision dont on parlait tout à l'heure de être capable d'en tirer profit mieux que les autres, parce que plus de moyens, parce que plus de poids commercial, plus de poids économique. Après, je ne sais pas, je ne suis pas dans les cabinets de lobbying. Il paraît que c'est les dépenses qui ont les plus augmenté d'ailleurs. Les dépenses de lobbying chez Google, Amazon, Facebook sont en explosion depuis 2-3 ans. Donc, merci Mathieu. Étienne. Techniquement, comme le disait Mathieu, ils ont besoin de lois les moins hétérogènes possibles. Et les pays ou zones du monde dans lesquels il n'y a pas de texte sont des pays dans lesquels ils prennent plus de risques parce qu'il y a moins de sécurité juridique quand il n'y a pas de texte. Que le texte soit souple ou qu'il soit dur, l'essentiel c'est qu'il existe. Donc ils ont besoin qu'il n'y ait pas de trous.
Et puis, je rebondis aussi sur ce que vient de dire Merav. La stratégie à l'international d'un acteur basé en Californie, c'est de faire en sorte peut-être que cette loi californienne devienne une loi fédérale américaine, non pas pour qu'il y ait un mieux-disant, mais qu'on s'arrête au cliquet, au niveau que prévoit la loi californienne. Et là, en fait, il y a un mouvement qui n'est pas qu'américain sur ce sujet. Depuis l'entrée en vigueur du RGPD, il y a 43 lois dans le monde de protection des données qui sont apparues et qui se sont renforcées. Et on pourrait croire que l'Europe est devenue le phare d'Alexandrie de la protection des données qui inspire le monde. La vérité, c'est que ces 43 lois sont des lois remparts, c'est-à-dire ton RGPD s'arrêtera là où ma loi commence. Avant, j'en avais pas assez, maintenant j'en ai une qui est crédible. Évidemment, elle n'est pas à ton niveau de protection. Et la compétitivité numérique va se faire sur le delta qu'il y aura entre toutes ces lois qui apparaissent pour expliquer à un juge européen « arrêtez-vous, il y a une loi chez moi » et chacun étant souverain, votre RGPD s'arrête là où ma loi commence. Cette compétition entre les textes, qui est cette stratégie de droit international privé, c'est celle dont ont besoin les acteurs mondiaux. Et c'est celle aussi dont ont besoin ceux qui voient le RGPD comme un objectif qu'il ne faut pas réaliser à 100%. C'est-à-dire une protection des données personnelles, mais pas celle de l'Union européenne, nous autorise tous à souffler et à permettre aux entreprises de continuer à choisir leur camp en dehors de l'Union européenne. Alors, au-delà de la guerre économique à laquelle tu faisais référence, Merav, il y a aussi une guerre juridique au niveau international. Tu évoquais les 43 lois en vigueur dans le monde, effectivement. Mais la question est-ce que cette guerre juridique n'est pas motivée par la guerre économique, stratégique et politique ? Exactement. Et là, c'est un autre complot que je pense. Alors, je pense qu'on va se retrouver dans une situation où, comme avec les règles fiscales, il y aura des optimisations entre les différents régimes fiscaux avec des optimisations entre les différents régimes légaux des entreprises. On va essayer de stocker les données plutôt à un endroit qu'à un autre parce que les règles de protection des données sont différentes. Tu penses qu'on va arriver à ce Ta question, elle nourrit l'histoire des constructions internationales du droit. Lorsqu'on est en train de réguler un domaine qui n'est pas immobilier, très lié à un territoire, bien évidemment, la fiscalité, la protection de l'environnement, la sécurité des produits, le droit de la consommation, on va choisir l'endroit où on est plus favorable. Il n'y a rien de plus facile à transporter qu'un business numérique. Mais il faut encore être dans un endroit aussi où il est bien financé, où la recherche va être bonne, où il y a des ingénieurs. Et donc oui, la protection des données personnelles qui s'est introduite dans l'économie numérique comme un pivot, devient un pivot où, quand on a le choix parmi plusieurs pivots, on va choisir celui qui est le moins défavorable. Et l'objectif est peut-être davantage de faire blocage aux sanctions, les fameuses sanctions du 4%, que pour faire de l'optimisation fiscale, ce qu'ils font déjà très bien actuellement. Oui. Merci pour ces précisions. Sébastien, tu ne t'es pas prononcé sur le militantisme de ton point de vue des GAFA. À mon sens, là, on est dans un jeu d'attaque-défense. Donc la défense, c'est effectivement une défense juridique par l'imposition de barrières, de limites au terrain, et l'attaque par des règles qui peuvent apparaître ou qui peuvent petit à petit devenir homogènes sur certains points, favorise des acteurs qui techniquement ont les moyens d'investir et de proposer des solutions simples et homogènes. Et bien évidemment qu'un acteur comme Google est intéressé, Facebook est dans la même situation, est intéressé par le fait que sur l'ensemble de la planète, ces outils puissent se positionner de manière assez homogène pour éviter d'avoir les adaptés et de pouvoir continuer à travailler de manière globale avec la data. Ce qui les importe le plus, en fait, c'est l'homogénéité du terreau qu'ils utilisent. Merci Sébastien. On va revenir sur le marché de la publicité. D'après vos observations, que ce soit au niveau technologique, juridique et j'allais dire même du publishing, est-ce qu'il reste des efforts à faire de la part des acteurs de la publicité pour se conformer totalement au RGPD ? Merav. Oui. C'est des efforts quotidiens et permanents. Le texte impose une conformité régulière et des vérifications. Alors là, en termes de maturité, si on compare le secteur du programmatique à d'autres secteurs, on est quand même plutôt bien. C'est un secteur qui s'est emparé du sujet sans avoir de réponse, mais très tôt. Mais qui a pris des initiatives. Qui a pris des initiatives. C'est quand même des organes et des acteurs qui ont des intérêts divergents, qui sont des compétiteurs, qui se sont mis autour d'une table pour trouver des solutions praticables. Donc je dirais qu'en termes de maturité, le niveau est plutôt bon. Et effectivement, le chemin est encore long. Merci Merav. Mathieu. Oui, d'un point de vue très concret, il y a différentes briques technologiques qui sont importantes dans
la mise en conformité, ou en tout cas l'ingestion, enfin l'échange avec les consommateurs sur le consentement, la transparence sur la collecte des données, etc. Il y a notamment tout ce qu'on appelle les Consent Management Platforms, les CMP, les bannières qu'on voit apparaître sur lesquelles il faut dire « je suis d'accord pour vous collecter mes données ou pas ». Et ensuite, toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire la façon dont ces informations de consentement sont récupérées par les acteurs, passées de l'un à l'autre, tout on va dire le support contractuel qui va derrière. Nous, aujourd'hui, on voit qu'à peu près 50% des appels publicitaires qu'on va suivre, monitorer via la plateforme ID5 vont avoir une information de consentement. C'est-à-dire qu'en amont, sur la page, l'internaute aura effectivement été interrogé sur son acceptation ou non d'une certaine politique de collecte de données, et cette information circule ensuite dans la chaîne de valeur. Donc on est à peu près à mi-chemin, quoi. Si on considère que 100% est l'objectif et que ce framework, encore une fois, ce framework est le fondement sur lequel on doit s'appuyer pour la mise en conformité de l'industrie, on est à peu près à mi-chemin. Je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait, notamment avec les cabinets d'avocats, les conseils, les consultants, etc., de compréhension de la chaîne de valeur, d'analyse, d'audit. Donc il y a une maturité du sujet qui est beaucoup, beaucoup plus forte. Il y a une prise de conscience, j'espère, une prise de conscience de l'importance de remettre l'internaute, le consommateur au centre du dispositif. Avant d'être des professionnels de la publicité, on est tous des consommateurs et des citoyens. Donc c'est une loi qui est bonne, qui est positive et qui vient probablement contrebalancer un petit peu une certaine forme d'autonomie de l'industrie qui s'était dit on est entre nous, on fait un peu ce qu'on veut avec les données parce que quelque part c'est une question de business. Donc ça remet un petit peu le consommateur au centre du jeu. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses positives qui se sont passées. On n'est pas encore à 100% sur tous ces paramètres-là, mais ouais, je pense qu'on a fait une bonne partie du chemin. Merci Mathieu pour ces précisions chiffrées sur les 50% à peu près, en tout cas au regard de ta plateforme. 54 exactement, très très précis, 54. Voilà. Mais ce qu'on retient effectivement, c'est qu'il y a une sorte d'autorégulation sur la première partie de vos réponses, et on aura les vôtres juste après, mais une sorte d'autorégulation du marché qui a été d'une certaine manière salutaire. Genre, pour se mettre autorégulation sous contrainte quand même, c'est-à-dire qu'on était un peu obligé de le faire. Donc, bien sûr, mais qui a permis quand même de prendre un certain nombre d'initiatives qui permettent au secteur d'être un petit peu plus en avance. Et je reprends ce que tu disais, Meraf, tout à l'heure, un peu plus en avance par rapport à d'autres secteurs d'activité économique. Étienne, sur les efforts qui restent à faire pour les acteurs de la publicité pour se conformer totalement au RGPD. Je pense que les acteurs de la publicité ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Les efforts qui restent à faire sont du côté du régulateur pour clarifier ou arbitrer les initiatives professionnelles. D'abord, juin 2019, juin 2020, ça va être une année très intéressante. La présidente de la CNIL nous propose une trajectoire et un calendrier. Une trajectoire qui consiste entre juin et novembre à discuter avec les professionnels de la manière dont la CNIL va désormais exiger qu'on recueille le consentement des personnes. C'est là qu'on verra si les initiatives professionnelles s'alignent avec la manière dont la CNIL voit les choses. Si la CNIL se propose de le faire jusqu'à la fin de l'année 2019, c'est parce qu'elle ne l'a pas encore fait, donc il est temps. Deuxième partie, après une publication en juin d'une nouvelle position et un modèle de Consent Management Platform, de page de recueil ou d'expression du consentement, jusqu'à juin 2020, on aura 6 mois pour mettre en place ce qui nous aura été dit. Donc, on saura si les initiatives professionnelles doivent évoluer, si les acteurs qui n'y avaient pas été impliqués se retrouvent en première ligne et auront leur mot à dire, et si les régulateurs qui auront fixé la règle l'auront fait dans leur pays, on parle de la France seulement, pendant qu'une dernière couleur de cette toile de fond consiste à préciser les choses alors qu'on est en train de réviser des textes européens. Et préciser avant le choix politique, ça peut être mettre la charrue avant les bœufs. Toujours est-il que y arriver en juin 2020 dans une négociation avec le régulateur, c'est déjà ça. Il vaut mieux ce tien-là que deux tu l'auras. Et c'est pour ça que ce qui reste à faire me semble être de leur côté. Merci Étienne. Sébastien. Là, je reviens sur la logique de l'apprentissage que j'évoquais au départ. Effectivement, on a un régulateur qui va écrire une partie des règles dont on aurait eu besoin pour s'organiser dès mai 2018. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les initiatives qui sont en cours, notamment celle du TCF de l'IAB, puisqu'on en parle, vont devoir évoluer avec le temps. Elles vont devoir évoluer d'une part par rapport aux positions du régulateur et d'autre part pour faire en sorte que l'information auprès du public soit la plus claire, la plus transparente, la plus complète et la plus compréhensible possible.
Et aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur l'information et l'ergonomie affichée au public. On a certains sites où on a encore uniquement un bandeau cookie dans le bas du site qui renvoie vers une cookie policy qui est un document juridique. On a d'autres sites qui présentent des CMP qui affichent des finalités qui ont des libellés qui sont plus ou moins clairs pour les internautes. Et il va falloir, et c'est le travail que fait l'IAB en ce moment avec une nouvelle version du TCF qui devrait voir le jour dans quelques mois. TCF, qu'est-ce que c'est? Enfin, l'acronyme TCF. Transparency and Consent Framework. Donc l'idée, c'est d'avoir un environnement transparent permettant de recueillir le consentement ou la non-opposition à des traitements d'un internaute et de fournir des traces de ce consentement, de cette non-opposition aux gens qui ensuite vont agir avec les données. Je rejoins tout à fait Sébastien, Merci, et c'est là où le chemin est encore long. C'est sur cette partie-là, sur cette transparence qu'on nous impose, cette liste à la Prévert des mentions d'information obligatoires. Et si on respecte les obligations qui nous incombent, on se retrouve avec une mention d'information trop longue et illisible. Et c'est là où le texte ne nous dit pas comment, mais il faut faire preuve d'inventivité. C'est peut-être, on parle souvent de marketing juridique. Eh bien oui, on doit faire des efforts pour que ce soit clair, compréhensible, sans parler aussi des sites de mineurs, où il faut que ce soit encore plus designé. La CNIL travaille beaucoup sur ces sujets, ce qui est un point très positif, mais je trouve aussi un aveu de l'insuffisance du texte qui vise à réguler tous les secteurs d'activité par une norme commune. Alors justement, puisqu'on parle de textes réglementaires, de mode de consentement, ma dernière question pour ce débat, avez-vous des nouvelles d'e-privacy, Merav? Et il ne m'appelle plus depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? E-privacy, qu'est-ce qui se passe? Je dirais que cet été, quand on sera en maillot de bain ou à jouer à la pétanque sur les plages, il sortira. D'accord. Dans le parfait anonymat. D'accord. Bon, à suivre. Mathieu? Aucune nouvelle? Étienne? Alors, une perspective de calendrier. Les élections européennes sont passées, il faut installer une nouvelle Commission européenne et on devrait se remettre au travail avec des initiatives d'une nouvelle Commission européenne aux environs du mois d'octobre 2019. Pour l'instant, une copie est sur la table des États au sein du Conseil européen. Ce qu'on peut dire quand même, c'est quel mouvement il y a eu dans la rédaction de ce texte depuis qu'il a été mis sur la table. Janvier 2017, quand il sort, il s'agirait que les choix de l'utilisateur s'exercent dans son logiciel de navigation. Et tout l'enjeu, c'était de savoir si ce logiciel de navigation peut écrire un changement d'avis de l'internaute à l'égard d'un acteur déterminé. Ou est-ce que c'est oui pour tout le monde, non pour tout le monde? À cette question, une nouvelle mouture du texte a répondu « on va enlever cette fausse bonne idée ». Parce qu'elle donnerait les clés du camion à celui qui édite le logiciel de navigation. Et tous nos regards se tournent vers Google en particulier. Oui, Google, Apple, etc. Bien sûr, mais Microsoft, et puis éventuellement aussi Facebook, qui est un composant de logiciel. Donc les GAFAM. Donc si on veut décider en tant qu'Européen comment il faut parler aux gens et comment leur faire des choix, il n'est pas certain que ce soit en confiant une obligation qui sera exécutée sans le moindre contrôle par des éditeurs de logiciels de navigation. Alors cette disposition a quitté la table du projet. Et elle y est revenue en février-mars 2019. D'accord. Peut-être parce que certains régulateurs européens sont convaincus que tous les efforts qu'on fait pour bien informer les personnes et bien recueillir leur consentement, qui aboutissent à des informations complexes, tout ça, ça va créer une fatigue du consentement. Et pour éviter la fatigue, il faut que ce soit simple. Tout le monde n'a pas Bac+12 pour savoir ce que sont des finalités dans le monde de la pub digitale. Alors, on va peut-être revenir vers le logiciel de navigation. Et ça me fait penser que quand un régulateur tient la main avec un géant, nous, on n'est peut-être pas assez fort pour faire entendre qu'il y a aussi de la géostratégie derrière ça. On verra en octobre avec une Commission européenne influencée par plus de verts dans le schéma politique, plus de centrisme dans le schéma politique. On verra si on rejoue le match du RGPD, si on donne les clés à des acteurs qui ne sont pas européens, ou si on arrive à réintroduire finalement toutes les alternatives du RGPD dans le futur e-privacy. Donc je ne sais pas où il en est. Ce que j'espère, c'est que le pire n'est jamais sûr. Mais avec une inconnue, pardon, est-ce qu'on sait faire? Est-ce que c'est juste? Est-ce que l'on sait faire? Est-ce que l'on sait faire? Est-ce que l'on saura trouver le dispositif juridique qui ne constitue pas un obstacle à cette économie avec laquelle il faut composer actuellement?
Sachant qu'on a déjà, grave. un aperçu de ce que peuvent faire les navigateurs, en particulier Safari, le navigateur d'Apple, qui a pris la position par défaut de bloquer ce qui aujourd'hui permet à l'ensemble de l'industrie publicitaire de travailler, c'est-à-dire un identifiant publicitaire stocké sur un cookie tiers. Google a annoncé qu'il n'avait pas sourcé. D'ailleurs, tu as fait un article là-dessus. J'y arrive juste après. Ils ont décidé pour les consommateurs. Moi, utilisateur de Safari, si j'ai envie que l'équipe ait accès à mes informations parce que c'est un journal que je consulte et que du coup, voilà, j'ai une relation avec eux et ça ne me pose pas de problème, Safari ne me le permet pas. Donc, il y a quand même une prise de... Enfin, ça, c'est un aperçu de ce que pourrait être un monde dans lequel le navigateur décide, ou en tout cas installe par défaut, les règles de collecte de données personnelles. Chrome, effectivement, a pris une position un petit peu plus, je pense, beaucoup plus intelligente, un petit peu plus neutre, dans le sens où ils ont annoncé, alors on ne sait pas comment ça va se traduire, mais ils ont annoncé qu'ils allaient donner plus d'informations à la fois aux éditeurs et aux consommateurs, donc aux médias et aux consommateurs, sur les types d'identifiants publicitaires stockés sur les différents types de cookies, de manière à ce que ces acteurs, les deux maillons de la chaîne, puissent prendre leurs responsabilités et décider de ce qu'ils veulent faire par rapport à ces informations-là. On va vers un contrôle un petit peu plus strict, mais en connaissance de cause par les utilisateurs, contrairement à ce que Safari a fait, qui est de dire non, terminé, plus de cookies. Donc voilà, et c'est important de mettre ça en regard du commentaire d'Étienne par rapport au rôle que pourraient jouer les logiciels d'accès à l'information, le terme technique, je ne me rappelle plus, les navigateurs, quoi, dans la possibilité ou non de collecter des données personnelles. Parce qu'il y en a 4 dans le monde. Ouais. Merci Mathieu. Sébastien, tu as des nouvelles d'e-privacy ? J'en ai pas plus que mes camarades, mais je pense que par rapport à ce qu'on vient de se dire et la prédominance de ces acteurs mondiaux, encore une fois, compte tenu du fait qu'une loi ne donnera jamais un élément technologique sur le comment faire, il est important que des acteurs européens ou des associations européennes se mettent autour de la table et proposent des choses concrètes pour éviter une fatigue du consentement, pour faire en sorte de trouver un moyen simple de pouvoir recueillir un consentement à toute finalité, pas seulement publicitaire, de manière à éviter qu'au final, ce soit des navigateurs américains qui décident si oui ou non on autorise ou pas à faire de la publicité, mais aussi de la mesure d'audience, de l'adaptation de contenu, et qu'on se retrouve tous coincés dans un environnement sans cookies et sans imagination productive pour nos médias. Merci Sébastien, Madame, Messieurs, merci de vous être mis autour de la table de The Programmatic Society pour faire, on va dire, une sorte de premier bilan de RGPD un an après. Merci à vous. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour du RGPD un an après. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Avec RGPD, le marché est passé de l'observation à l'expérimentation des nouvelles règles en matière de protection des données. 2. Il n'y a pas que Google et Facebook qui ont tiré leur épingle du jeu. Nombreux sont les petits acteurs qui ont su en profiter sur le plan business. 3. À l'instar d'une guerre économique, RGPD est l'occasion de voir poindre une guerre juridique internationale avec des incidents géopolitiques non négligeables. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising et ID5 pour leur soutien, ainsi que nos partenaires médias, CB News, Redcard, le CPA, sans oublier nos partenaires opérationnels, Smile Wanted et Vinmeiser. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.